Bonjour chers élèves de la première année baccalauréat. Dans le cadre du second module du programme, à savoir le dernier jour d'un condamné, nous présentons un cours intitulé L'argumentation dans le roman. Nous commençons par un petit plan qui nous permet de suivre et de bien comprendre. Alors tout d'abord, on parle du genre littéraire auquel appartient le roman Le dernier jour d'un condamné. Ensuite, la conjoncture de l'écriture ou de la production de cette œuvre. Troisièmement, la polémique ou bien la controverse entre partisans et abolitionnistes. Et finalement, une conclusion. Donc pour le genre littéraire, Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse dans lequel l'auteur défend une cause juridique, autrement l'abolition de la peine capitale. Tout simplement, l'objectif principal de ce roman est d'éliminer, de supprimer la peine capitale du système judiciaire français à cette époque. Donc ensuite, la conjoncture de l'écriture de l'œuvre, autrement l'infrastructure ou bien les conditions de la production de cette œuvre. Ce paragraphe, en effet, répond à la question « Qu'est-ce qui pousse Victor Hugo à écrire ce genre de livre ?» Évidemment, cet écrivain est connu par son engagement, son militantisme en faveur des misérables, des démunis, des droits humains. Le système judiciaire français, à cette époque, condamne et décapite en abondance. En abondance, c'est-à-dire avec un grand nombre. Donc, Victor Hugo trouve en son chemin plusieurs fois ce spectacle de mort. Il rencontre plusieurs fois, comme je viens de le dire, ce spectacle et voit le bourreau préparer l'échafaud. Alors, indigné, il décide dès lors d'écrire ce livre pour faire face à cette sentence inhumaine selon lui. Troisièmement, la polémique ou bien la controverse entre les partisans et les abolitionnistes. Donc, en vue de consolider le maintien de la peine de mort, les partisans, lorsqu'on dit les partisans, c'est-à-dire les gens qui défendent le maintien, qui sont d'accord avec la peine capitale, y compris l'État français, c'est-à-dire le système judiciaire, et les non-abolitionnistes. On appelle non-abolitionnistes les personnes qui veulent garder, maintenir la peine capitale. Alors, ces derniers, ils avancent plusieurs arguments. Et Victor Hugo, de son côté, défend dans l'œuvre les condamnés de tous les temps et surtout et principalement prouve l'absurdité des opinions des partisans. Donc le tableau ci-dessous résume les deux positions, mais je rappelle qu'il n'est pas exhaustif. La thèse des partisans avance une panoplie d'arguments. Premièrement, donc ils disent que l'exemplarité dissuade et diminue le taux de criminalité. C'est-à-dire, le public, en assistant à la scène horrible de la mort, évitera de commettre des crimes par crainte d'être tué. Voici comment Victor Hugo, à travers plusieurs événements et descriptions, a détruit ce raisonnement. Alors, Victor Hugo disait que Bicêtre, bien sûr à la langue du condamné, il disait que Bicêtre ne désemplit pas, c'est-à-dire il est toujours plein. D'ailleurs, le narrateur disait qu'il est rentré et a trouvé le cachot chaud. Il va le laisser ainsi, c'est-à-dire aussi chaud, pour ses héritiers. Deuxièmement, à Clamart, dans Clamart, je rappelle que c'est un cimetière à Paris, là où on enterre les condamnés à mort. Donc à Clamart, l'herbe pousse bien, c'est-à-dire la terre là-bas est très fertile. D'où vient cette fertilité? Justement, c'est le résultat des cadavres qui sont très nombreux, qui sont dégradés. Et ils donnent une fertilité au sable ou bien à la terre de Clamart. Troisièmement, Victor Hugo disait, pour qui l'exemplarité? Pour une foule, pour les arbres et les murs de la ville, car la foule est décrite dans l'œuvre comme buveuse de sang. Il est avide de sang. Il donnait certains exemples. Il se ruait, se précipitait, applaudissait, riait et s'appropriait des tickets pour voir de très près le spectacle de mort. Second argument, donc la peine de mort est une expiation.
bien un rachat, c'est-à-dire une réparation du crime commis. En subissant la souffrance de la peine capitale, Dieu pardonne le péché et le crime commis. Alors le condamné est censé regretter son crime et se repentir. En revanche, Victor Hugo disait que la terreur que vit un condamné à l'attente de son exécution ne lui laisse aucune marge au repentir. Victor Hugo décrit le condamné durant les 6 semaines de souffrance atroce à une personne qui ne pense plus qu'à ses douleurs et à l'avenir de sa pauvre petite fille Marie de 3 ans. Troisième argument, le prêtre nourrit spirituellement et rappelle aux condamnés l'importance de se repentir. Alors ici, le système judiciaire français engage dans le roman 2 prêtres. Leur mission, normalement, est de calmer et de soulager les peines et les souffrances du condamné. Or, à force de répéter le même discours, le prêtre est un homme insensible, comme dit Victor Hugo, rien de senti, rien d'attendri, rien ne sort de son cœur pour atteindre celui des condamnés. À force de répéter et de réciter machinalement les mots, donc le prêtre devient une machine froide avec un discours fade et insensible. Donc on rejoint toujours l'idée qui dit que la peine capitale était très intense, très abondante à cette époque. Quatrièmement, la peine capitale sur un échafaud est humaine. Donc, avant l'échafaud, la France tranchait les têtes au moyen de la hache. Vous trouverez 6 juin une image, bien une illustration de la hache et comment les Français ont été décapités avant l'invention de l'échafaud. Alors, Joseph Guillotin est un médecin et politicien français. Il inventa la guillotine à qui il donne son nom pour que la mort des condamnés soit rapide et facile, disent-ils. Alors, Victor Hugo répond à cet argument. Alors, il disait que depuis la prononciation du verdict, le condamné voit descendre la tranche. Il la voit partout, sur sa tête, dessinée sur les murs de la prison, dans ses cauchemars permanents. Donc, qu'elle soit hache tirée par les chevaux ou bien l'échafaud, la guillotine, la souffrance est la même. Cinquièmement, la peine de mort soulage la famille de la victime. C'est-à-dire, cette loi, selon le système judiciaire français, il permet de calmer, de soulager, de se venger pour la famille de la victime. Victor Hugo trouve que la peine de mort, au contraire, elle appauvrit et fait souffrir la famille du condamné également. Donc, le récit du Frioche est le parfait exemple. D'ailleurs, en écoutant son histoire, le narrateur voit en lui l'avenir fort probable de la fille Marie. Pire encore, la famille du condamné doit payer les frais de l'exécution, doit payer les frais du bourreau. Finalement, et toujours dans le cadre de la thèse des partisans, donc le 6e argument dit que l'État français cherche à instaurer la justice, l'équité dans la société française. Victor Hugo démontre le non fondé de cet argument. Il trouve que le prisonnier doit être privé uniquement de sa liberté et non pas de sa dignité. Alors, la justice française, injuste selon Victor Hugo, commet légalement des infractions des droits humains. Donc, durant le monologue intérieur et à travers le regard et les descriptions du condamné, on assiste à des scènes où vraiment la justice française ne respecte pas les droits humains. À titre d'exemple, les forçats, les galériens, selon le Frioche, ils travaillaient 16 heures par jour, 7 sur 7, sans repos, sans arrêt, et tout cela est sous les coups du soleil, le froid de l'hiver et les coups des gardiens. Donc, ainsi, les habits sales que mettaient les prisonniers étaient comme hiver, d'accord? Et la botte de paille comme lit pour leur sommeil. Donc, finalement, voici quelques illustrations de certaines scènes
horribles et hideuses décrites dans le roman Le dernier jour d'un condamné. Donc à gauche, il y a la prison Bicêtre. Donc à droite, on est toujours à Bicêtre, mais au milieu, dans la cour, si vous vous rappelez le chapitre 13, qui décrit le ferrage des forçats au départ de Toulon. Vous le constatez, la porte est ouverte, il y a des personnes qui ne sont pas des prisonniers, des dames en robe bleue, donc ce sont les curieuses et les curieux de Paris qui viennent assister au ferrage des forçats. C'est une scène gratuite qui rejoint toujours l'idée de l'exemplarité. Avant de conclure, voici deux images qui illustrent deux façons atroces, horribles que la justice française utilisait pour trancher les têtes des condamnés. Donc il y a à gauche la hache, puis à droite, on tirait les quatre parties du corps du condamné à l'aide des chevaux jusqu'à la mort, puis à la déchirure du condamné. Pour conclure, donc en lisant Le dernier jour d'un condamné, ce réquisitoire contre la peine capitale, nous vivons parallèlement avec le condamné et tous les condamnés de la terre, qu'ils soient du passé, du présent ou bien du futur, un terrible compte à rebours chargé de douleur et de misère psychologique. Plus le temps se resserre, plus nous nous sentons responsables de l'existence de cette peine barbare. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le cours prochain, Inch'Allah. Merci à vous.